Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 102 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager mes 5 traditions que j'ai instaurées avec mes enfants pour Noël. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode dans lequel je vais te partager les 5 traditions que je partage avec mes enfants pour préparer Noël. Alors cet épisode, il fait naturellement suite au précédent épisode que je t'ai déjà partagé concernant Noël, l'épisode 24, l'épisode 25 et l'épisode 70, qui traitent tous de comment je vis Noël avec mes enfants, sans leur faire croire, leur parler de ce fameux bonhomme rouge. Je vais pas aller plus loin, on sait jamais, des fois qu'il y a des petites oreilles qui traînent. Bref, mon idée dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de t'expliquer tout le monde imaginaire que l'on a créé, que l'on a co-créé avec mes enfants pour faire nos petites traditions du mois de décembre. Je te les partage toutes les 5 et puis je te laisse, comme d'habitude, piocher dedans ce qui te parle, laisser ce qui ne te parle pas. Voilà, c'est vraiment, tu fais ton marché. Je propose, tu disposes. La première tradition que je vais te proposer, c'est, j'ai envie de dire, je pense que c'est une des plus récentes que l'on a adoptées. Ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant qu'on fait ça avec mes enfants. Ce sont les lutins farceurs de Noël. Alors je ne sais pas si ça te parle, le nom originel est en anglais, The Elf on the Shelf. En gros, l'histoire, c'est que les parents qui aiment créer de l'imaginaire pour leurs enfants vont instaurer une légende supplémentaire qui consiste que pour le 1er décembre, le Père Noël envoie des lutins dans la maison pour surveiller, entre guillemets, les enfants et lui faire un rapport, au moment de Noël quand ils passent et qu'il les récupère en déposant à la place les cadeaux. Et le fait est que ces petits lutins sont des lutins farceurs. Donc en journée, ils sont complètement inanimés, ils ne bougent pas, ce sont des poupées, des peluches, qu'importe celui que tu choisis, que tu adoptes. Mais la nuit, il fait des petites bêtises, ce lutin. Et c'est rigolo de trouver où est la bêtise, où est le lutin, qu'est-ce qu'il a été inventé. Alors moi, tu me connais maintenant, tu sais très bien que je ne suis pas pour créer l'imaginaire pour nos enfants. Donc mes enfants savent très bien que c'est moi qui m'amuse le soir, une fois qu'ils sont couchés, à inventer des facéties pour notre petit lutin. Et justement, ils participent d'autant, c'est-à-dire qu'ils vont me proposer des idées, me suggèrent des idées de ce que pourrait faire le lutin. Je les garde dans un coin de ma tête et je les fais quelques jours plus tard pour qu'il y ait l'effet surprise. Et donc notre tradition, c'est ça, c'est que pendant tout le mois de décembre, un petit peu à la manière d'un calendrier de l'Avent rigolo, si tu préfères, mes enfants descendent dans la maison et la première chose qu'ils font le matin maintenant, c'est vraiment de où est ce lutin ? Où est-ce qu'il s'est caché et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, pour ça, il y a tu tapes lutin farceur de Noël, tu vas trouver des groupes Facebook, tu vas trouver sur Pinterest plein d'idées. D'ailleurs, je te mettrai le lien. Moi-même, j'en recense sur mon compte Pinterest, donc tu peux t'en inspirer également. Voilà, tu peux te trouver très facilement et il n'y a pas besoin de rentrer dans des choses très complexes ou très poussées. Je vais surtout, au contraire, t'encourager à ne pas foncer dans la perfection du truc et à créer Non, vraiment le plus simple et le plus drôle. Pour donner un exemple, à l'époque, Krapopoulos avait encore un pot. Bien évidemment, il était propre, le pot, je l'avais nettoyé. Mais j'avais mis le lutin sur son pot et j'avais mis, les petites pépites de chocolat qu'on met dans les cookies. J'avais mis ça dans le pot pour simuler que le lutin avait fait ses besoins dans le pot de mon fils. Voilà, le truc tout bête aussi, c'est de couler un jus de citron dans un verre et mettre le lutin dessus pour simuler qu'il avait fait pipi dedans. J'avais même tendu un fil entre les 2 barres de rideaux qui traversent tout mon séjour et mon salon, donc vraiment toute la longueur de la pièce, et notre lutin suspendu avec une canne à sucre, un petit peu comme une tyrolienne dessus.
Voilà, il y a 1000 idées à faire. Une fois, il s'était retrouvé suspendu dans un caleçon de mes fils, dans le linge qui était en train de sécher. Il n'y a pas besoin vraiment d'aller très très loin. C'est juste, finalement, le plaisir de mes enfants, c'est plutôt de chercher où il est, chercher ce qu'il a fait et qu'est-ce que j'ai été inventé. Donc voilà, ça c'est notre première petite tradition, et je pense, j'en aurais parlé un petit peu quand j'ai préparé cet épisode, je leur ai posé la question, et c'est une tradition à laquelle ils tiennent énormément. Le lutin, pour eux, c'est vraiment, ils adorent notre lutin farceur. Alors habituellement, ce sont 2 lutins qui ont un design, il est protégé, c'est-à-dire que c'est une marque presque. Ça doit d'ailleurs être une marque, je suppose. Là, pour le coup, j'ai pas vérifié l'information. Moi, c'est pas un design qui me plaît, c'est pas un personnage que je trouve super joli, donc j'ai tout simplement pris un lutin du commerce dans les magasins de décoration de Noël. Mon seul critère dans mon cahier des charges, c'était qu'il devait avoir les membres souples pour justement le manipuler comme je veux et lui faire les acrobaties que je souhaite. Donc si tu vas sur mon site internet ou même sur Pinterest, tu verras également mon petit lutin à moi. On l'appelle Augustin entre nous. C'est Augustin le lutin. Et voilà. Donc encore une fois, libre à toi de voir si l'idée te plaît. Si tu souhaites adopter toi aussi un lutin farceur chez toi du 1er au 25 décembre. Mais voilà, c'est la première tradition de Noël que je te partage et qui apporte vraiment beaucoup de bonne humeur et de moments rigolos en famille. Alors si on continue dans la lignée, ma deuxième tradition, j'ai envie de te dire, c'est l'incontournable calendrier de l'Avent. Je pense que c'est d'ailleurs la première que tu devais attendre de ma part. Non, je ne fais pas comme tout le monde. Je t'ai parlé de mes lutins farceurs d'abord, et ensuite on parle du calendrier de l'Avent. Alors, la première tradition en fait que j'ai dans ma famille, c'est que le calendrier de l'Avent, je le prépare avec mes enfants. En fait, le calendrier de l'Avent, je l'ai créé pour le premier Noël de Choc à Pic. Donc là, il y a 10 ans et demi. Voilà, mon calendrier de l'Avent commence à être bien rentabilisé, j'ai envie de te dire. Et puis surtout, j'étais jeune, avec un seul enfant en bas âge. J'ai pu prendre le temps pour faire un calendrier. Je pense pas que j'aurais le temps de le faire aujourd'hui si je devais le faire, mais bref. J'ai un calendrier de l'Avent, en fait, c'est ni plus ni moins que des petites chaussettes que j'avais cousues. 24 petites chaussettes dans lesquelles je mettais ce que je voulais dans le calendrier. Alors, une des questions qu'on me pose souvent, et d'ailleurs merci beaucoup Gaëlle pour ton message, pour cette suggestion-là, pour mon premier enfant, je n'ai pas voulu acheter le calendrier de l'Avent tout fait, chocolat. J'ai rien contre, si tu le fais, vraiment, il y a aucun jugement de valeur de ma part. Mais j'avais voulu à l'époque, lui créer quelque chose de... il était tout petit, donc je voulais pas qu'il ait une dose de sucre comme ça à 1 an, même pas à 1 an. Donc je m'étais partie plutôt sur un calendrier de l'Avent physique. C'est-à-dire que j'avais déniché comme ça sur Vinted une ferme premier âge, la ferme Fisher-Price, pour pas donner de marque, voilà, j'avais trouvé ça sur Vinted, donc il y avait la ferme en elle-même et plein de petits personnages, et puis tracteurs, voilà. Et donc finalement, je donnais un élément tous les jours dans le calendrier de l'Avent, et puis le dernier jour, il y avait vraiment la ferme en elle-même, le gros bloc. Ok, très bien. Pour cette année, c'était comme ça que j'avais imaginé le truc, et s'est posé la question quelques années après, quand ma fille est arrivée et vraiment était en âge d'avoir elle aussi de comprendre Noël, de vivre Noël et d'avoir un calendrier de l'Avent. Je me suis dit s'il faut que tous les ans je trouve une idée, ça encombre encore un peu plus notre maison, encore un peu plus de jouets, et puis que il faut que je démultiplie ça par le nombre d'enfants, je vais pas m'en sortir. J'étais aussi dans cette réflexion de décroissance et de moins consommer. Alors forcément, même si c'était un achat de seconde main, un achat d'occasion, ça restait toujours de la consommation. Donc je me sentais pas franchement alignée avec ça, et il y avait cette question d'équité entre les deux. Dire ce que je vais donner à l'un, je peux pas donner à l'autre, quelque chose en commun, c'est pas vraiment juste. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai vraiment fait le switch dans le calendrier de l'Avent, pour sortir d'un calendrier de l'Avent physique où on a quelque chose, du verbe avoir, à plutôt avoir un calendrier de l'Avent qui te propose des activités de faire ensemble, de moments, de participer, de vivre des moments ensemble. Vraiment sortir de la possession du verbe avoir pour vraiment plutôt aller dans le cœur de ce qui m'est, en tout cas moi, important, c'est de mettre l'accent sur les moments que l'on vit ensemble.
Donc maintenant, tu vois un petit peu le cheminement que j'ai eu par rapport à cette notion du calendrier de l'Avent. Eh bien, en fait, le calendrier de l'Avent aujourd'hui, mon calendrier de l'Avent, il y a 3 éléments dans chaque chaussette pour mes enfants. Le premier, eh bien, c'est naturellement un chocolat. Voilà. Aujourd'hui, je suis revenue au chocolat normal. En fait, j'achète des chocolats en vrac c'est un chocolatier près de chez moi. En plus, mes enfants ont des goûts différents. Il y en a un qui préfère le chocolat blanc, l'autre au lait et l'autre noir. Donc, il y en a pour les goûts de tout le monde, un petit chocolat chacun. Il y a également, on a un livre depuis le début. Alors là, celui-ci, je l'ai trouvé depuis le début, c'est le livre de Noël de Balthazar. Où en fait, c'est un livre coffret qui comprend 24 petites histoires. Mais vraiment toutes mini, c'est vraiment au format d'une petite carte. D'accord ? Et ce livre de Balthazar, voilà, chaque jour, il y a une petite histoire associée à lire qui va expliquer bien les origines chrétiennes, par exemple, de Noël, le lien avec Saint Nicolas, le lien qu'a Saint Nicolas avec la création de la légende du Père Noël, l'explication également du Père Fouettard, il y a des recettes de Noël, enfin voilà, il y a tout un univers autour de Noël qui correspondait, en tout cas à mes valeurs, parce qu'on parle clairement de la légende du Père Noël, donc il n'y a pas cette notion de faire croire, voilà, je vais pas m'étendre plus dessus, mais tu comprends l'idée, et je suis très fan de la pédagogie qu'il y a autour de l'univers littéraire de Balthazar. Encore une fois, je te mettrai le lien en description. Mais bref, dans notre calendrier de l'Avent, il y a donc un chocolat pour chacun, et en fait, ce petit livre de Balthazar, je vais venir le dégarnir, et je vais redistribuer les cartes dans chacune des pochettes de mon calendrier de l'Avent. Ce qui fait que tous les jours, les enfants reconstituent le livre de Balthazar au fur et à mesure qu'on a lu, qu'on a reçu l'histoire et qu'on l'a lu. Donc ça, c'est le deuxième élément donc qu'il y a dans la chaussette. 1, le chocolat. 2, l'histoire du jour de Balthazar. Et le troisième élément, eh bien, c'est ce que je t'expliquais. Je me suis plutôt tournée vers un calendrier de l'Avent des moments en famille. Et c'est vraiment, voilà, j'ai une liste d'activités. En fait, au fur et à mesure, on y réfléchit avec les enfants. C'est quoi les activités de Noël ? Donc la première année, je les ai proposées, d'accord ? Et puis, ça fait maintenant plusieurs années, on refait le point, avant de faire le calendrier de l'Avent, donc fin novembre avec mes enfants, on fait le point des activités qui ont plu, celles qui n'ont pas plu, donc on les élimine, peut-être des nouvelles qui arrivent, des suggestions, et puis on incrémente comme ça notre calendrier de l'Avent avec des nouvelles activités. Donc ce que je te propose, eh bien, c'est de te rendre sur le site internet merecredi.com, sur l'article associé de cet épisode, donc merecredi.com/102, et dans l'article, eh bien, tu auras la possibilité, si tu le désires, de télécharger un modèle, en fait, à imprimer, de bon, entre guillemets, pour un calendrier de l'Avent de moments en famille. Et tu pourras imprimer les bons, il y en a un pour les 24 jours, et tu seras tout à fait libre, eh bien, d'écrire au dos les activités que tu retiens. Je vais te faire la liste, bien évidemment, je vais pas te laisser dans la nature comme ça, je vais te faire des suggestions, en tout cas, je vais te partager celles que nous faisons en famille, en tout cas jusqu'à l'année dernière, parce qu'on va rebattre les cartes cette année, et je vais voir celles qui ont eu du succès l'année dernière, et celles que mes enfants veulent abandonner, et peut-être s'ils ont des nouvelles suggestions. Mais en tout cas, je vais te partager la liste des activités que nous avons faites l'année dernière pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, tu le vois, notre calendrier de l'Avent, il a 3 éléments, la petite douceur, le chocolat. La deuxième chose, c'est l'histoire de Balthazar. Et le troisième, eh bien, c'est l'activité en famille du jour que l'on va faire. Et donc, dans ces fameuses activités, il y a des choses comme, tu vas voir, c'est vraiment des choses très très simples, Ça va être un dîner aux chandelles. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre notre repas de famille comme d'habitude dans la cuisine, sauf qu'on va allumer toutes les bougies, on va sortir toutes les bougies qu'on peut avoir dans la maison, on va les mettre à table et on éteint toutes les lumières. Ça donne une ambiance particulière. On vit un moment différent. Je sais que les enfants aiment bien ça. Le dîner aux chandelles, ça fait plusieurs années qu'il survit dans la liste, celui-ci. Ils l'aiment bien. Il y a le traditionnel pique-nique au pied du sapin. Alors, il faut savoir que nous, une de nos traditions familiales, c'est que chaque vendredi du début des vacances scolaires, mes enfants, leur tradition, c'est qu'on mange fast-food, pour pas le nommer McDo. Souvent, c'est lui. McDo, Burger King. On a un duel entre mes 2 fils sur leurs préférences. Mais bref. Donc en fait, on mange fast-food, on commande et on mange à la maison. Et bien souvent, on le mange au pied du sapin. Parce que le sapin, chez nous, on le fait le dernier week-end de novembre. Donc comme ça, on attaque début décembre. Il est là et on peut faire notre pique-nique au pied du sapin. Il y a aussi des idées comme simplement faire un massage avant de dormir, un massage en famille, une sortie au cinéma, faire un goûter avec du chocolat chaud, avec de la crème fouettée, dessus, une soirée crêpes.
Voilà, une soirée où le repas, eh bien, ce sont des crêpes. Une des activités, c'est d'aller voir les illuminations de Noël de la ville. J'habite près de Caen, et donc généralement, on va voir les spectacles qu'ils ont prévus au niveau du village de Noël à Caen. Une des activités possibles aussi, c'est de proposer à ton enfant de choisir le menu du jour. C'est lui qui décide ce que l'on mange. Une chose aussi que mes enfants avaient bien aimé, c'est de manger le repas à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par le dessert et on termine par l'entrée. Voilà, il y a plein, je vais pas te faire le listing de toutes les activités que je propose, mais je te fais la proposition des 24 activités de famille que l'on a l'habitude de faire, nous, ensemble, et en fait, simplement, l'ordre varie en fonction, de quand est-ce que tombe la date. Forcément, le cinéma en famille, je vais pas tomber ça sur un jour de semaine où il y a école. Tu comprends ça? C'est pas possible. Donc je m'arrangeais pour le faire tomber, généralement, un samedi. Voilà. Donc tu prends, tu pioches, et puis tu peux ainsi personnaliser le calendrier de l'Avent que je te propose d'imprimer, de découper et de mettre dans ton support à toi. Ça, c'était pour le gros, j'ai envie de te dire, le plus attendu, le calendrier de l'Avent. C'était notre deuxième tradition incontournable autour de Noël. La troisième tradition que l'on a avec mes enfants et que je te partage, c'est de faire en gros de la cuisine ensemble autour de Noël. Alors souvent, on lance notre playlist musicale des chants de Noël. D'ailleurs, tu auras le lien également en description de l'épisode et sur l'article de blog, où je mets toutes les chansons qu'on aime beaucoup pour Noël, et on lance cette playlist-là, et on fait la cuisine. Alors, il y a une année où on avait cuisiné des mendiants, nous-mêmes. Une autre année, on avait fait des truffes au chocolat, des sablés de Noël, bien évidemment, les grands classiques. Et l'année dernière, je crois que c'était un pain d'épices qu'on avait fait. Et voilà. Et cette année, je vais demander à mes enfants qu'est-ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'on fait des mendiants, est-ce qu'on fait des truffes, des sablés, pain d'épices. Je vais voir en fonction de leurs demandes pour m'adapter à ce qu'ils préfèrent. Mais en tout cas, au cours du mois de décembre, alors c'est souvent un mercredi, je fais ça souvent seul avec les enfants, et c'est souvent une activité qui passe relativement bien dans ce genre de journée. Donc ça, c'était notre troisième tradition, c'est avoir un moment de cuisine lié à Noël en famille. Et souvent, pour pas dire à chaque fois, en fait, c'est l'objet de créer un cadeau de Noël pour la famille. Souvent, ce qu'on a cuisiné, on va le manger nous, bien évidemment. Pas question que je passe à côté des truffes au chocolat, on soit bien d'accord. Mais en tout cas, les enfants comme ça, on met dans des petits sachets et c'est ce qu'ils vont offrir, par exemple, à leurs grands-parents, à leurs oncles, à leurs tantes. Voilà, c'est le moyen qu'ils ont aussi de faire des petits cadeaux aux proches. La quatrième tradition que je souhaite te partager, c'est, tu sais, peut-être que tu as entendu parler autour de toi, ce qu'on appelle les boîtes de Noël solidaires. Alors ça, c'est pas une tradition que j'instaure tous les ans, parce qu'en fait, c'est vraiment fonction de si c'est une opération qui est reconduite près de chez moi cette année ou non. Donc par exemple là, aujourd'hui 2023, je ne sais pas encore si ça va être mis en place, mais en tout cas les dernières années, ça a été mis en place et on y a participé avec mes enfants. Donc la boîte de Noël solidaire, en fait, tu sais, si tu connais pas, je t'explique rapidement, puis sinon tu cherches sur Google, tu vas trouver plein de liens là-dessus, mais en gros, c'est de constituer une boîte, à peu près de la taille d'une boîte de chaussures, qui sera remise, peut-être à une personne sans domicile fixe, une personne dans la nécessité, une famille, un enfant, enfin, peu importe, par des réseaux comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, voilà, il y a plein de secours populaires, enfin voilà, il y a vraiment plein d'organismes qui ont repris le concept et qui l'ont adapté pour eux, en fait. Et le but, c'est de partager comme ça des choses bien évidemment qui sont en bon état. Alors, on s'en bien d'accord, le but, c'est pas non plus de refourguer les choses qu'on ne veut plus à la maison, mais c'est en tout cas d'offrir une deuxième vie aux choses et qui peuvent servir à d'autres, leur être utiles. Donc c'est souvent constitué de quelque chose de chaud, en fait, qui vraiment va leur apporter de la chaleur. Une écharpe, des gants, un bonnet, des chaussettes, un truc tout simple. Un produit d'hygiène, comme du savon, une crème, du parfum, une brosse à dents, un loisir, que ce soit un livre poche que tu as lu et relu, et que voilà, il a terminé sa vie chez toi, il peut venir divertir quelqu'un d'autre, un jeu de cartes, peu importe. Et puis aussi une petite douceur non périssable. Donc ça va être des bonbons, du chocolat, enfin voilà, quelque chose qui fasse plaisir aussi. Et puis le dernier élément de cette boîte, c'est un petit mot pour un peu de chaleur humaine, un petit mot, un dessin de la part peut-être de ton enfant. Et en fait, c'est une tradition qu'on a adoptée parce que c'est finalement l'occasion que j'ai vue, moi en tout cas, d'apprendre à mes enfants, que de 1, leurs affaires
peuvent vivre une deuxième vie, mais surtout de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parce que Noël, en tout cas dans ma vision, c'est ça, c'est de partager. C'est apprendre aussi aux enfants l'altruisme. Alors autant dire que la première année, ça a été très difficile pour Chocapic. Parce que alors lui, il a vraiment énormément de mal à se séparer des choses. Même si c'est trop petit, même si son pied il rentre plus dedans, il ne peut pas mettre une paire de baskets au don collectif, alors que son pied rentre plus dedans, c'est trop difficile pour lui. Il me demande de le faire sans qu'il le voie. Tu vois un petit peu l'idée. Donc là, forcément, c'était compliqué pour lui quand je lui ai proposé ça. Mais je l'ai pas forcé. En fait, j'ai pas du tout forcé mon fils. J'ai fait moi. Il m'a vu choisir moi, dans mes affaires, un livre poche, bien que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé, mais que je savais très bien que j'allais pas relire, ou que si jamais j'avais besoin, il était facilement accessible dans une bibliothèque. J'ai également pris une tablette de chocolat de ma réserve personnelle, parce que oui, j'ai une réserve personnelle. Et il m'a vu prendre dans mon petit placard, et il a vu que, c'est pas le lutin de Noël que t'entends à côté de moi, la petite clochette, c'est mon chat. Bref, pour en revenir à l'épisode, mon fils m'a vu faire moi, il a vu sa petite sœur faire de même. Alors elle, au contraire, j'ai dû la freiner, parce que elle aurait même donné ses jouets actuels sans problème. Donc là, j'ai dû un petit peu la réfréner. Mais finalement, de nous voir faire, parce que la boîte, je l'ai constituée en plusieurs jours, pas en une seule fois, ça lui a laissé le temps de faire mûrir le truc, tu vois. Et finalement, il a décidé de participer lui aussi. Et puis, il a choisi avec soin, finalement, un livre qu'il avait à lui dans sa bibliothèque, qui était pour un âge plus petit que lui, donc ça lui allait. Pareil, il a choisi un vêtement à lui qui était trop petit, qu'il a pu mettre dans sa boîte. Et alors forcément, autant dire que le dessin et le petit mot qu'il a écrit, voilà, il était très impliqué là, à ce moment-là. Mais donc le principe de la boîte solidaire, c'est vraiment ça, ce sont des choses utiles qui vont faire plaisir. Et tu indiques, une fois que tu as refermé la boîte, tu indiques pour qui elle est, si c'est pour un homme, une femme, si c'est mixte, si c'est pour un enfant ou un bébé. Et ça leur permet comme ça de distribuer ensuite. Donc notre tradition, et je vais me renseigner moi aussi cette année si l'opération est reconduite près de chez moi ou non, c'est une tradition qu'on aime particulièrement avec mes enfants. Voilà, c'est un moment aussi de pouvoir donner aussi ce qu'on reçoit, nous également. Donc je trouve ça important. Noël, c'est ça aussi pour moi. C'est vraiment de donner et de montrer à mes enfants le plaisir que l'on ressent de donner. Et je peux te dire que les 2 années où on y a participé, je peux dire qu'ils étaient hyper fiers de déposer leur boîte. Même un peu frustrés finalement de ne pas pouvoir avoir de retour parce que c'est vraiment un don dans un simple sens. Il n'y a pas de retour et c'est normal. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Mais vraiment, ils étaient très très heureux de participer et de donner quelque chose. Donc ça, c'était ma 4e tradition, à voir si effectivement elle est reconduite cette année. Mais si c'est le cas, on va le faire. Et si ça t'intéresse, je t'encourage, tu tapes simplement boîte de Noël solidaire et tu verras s'il y en a dans ta région. Tu mets le nom de ta ville proche ou la région et tu trouveras sans problème l'information à ce sujet. Voilà, ça c'était notre 4e tradition. C'était donc le Noël participatif. Ma 5e tradition, elle est un peu dans la même veine, j'ai envie de te dire. C'est le côté participatif. En fait, ça fait, je sais pas depuis combien d'années je participe à l'opération Noël magique. Bon, ça fait plus de 10 ans que je participe à cette opération. En fait, Noël magique malgré tout, c'est une opération où on sélectionne, tu votes, en fait. Tu vas aller sur le site internet, encore une fois. Le lien est en description de l'épisode et sur le site internet. C'est noël-magique-malgré-tout.net. Et donc en fait sur ce site, ça t'arrive sur une page où tu vas sélectionner pour quel hôpital tu veux voter. Tu rentres ton nom, ton prénom et tu votes. Et en fait, à chaque clic, les partenaires de l'opération vont offrir 1 euro pour payer des cadeaux aux enfants qui sont hospitalisés et qui passent Noël à l'hôpital. Donc c'est quelque chose auquel ça te prend 3 secondes littéralement d'aller sur le site internet, de choisir l'hôpital pour lequel tu votes, de rentrer ton nom et ton prénom et de voter. C'est vraiment hyper simple, ça te coûte rien si ce n'est quelques secondes de ton temps. Et voilà, et du coup, je le faisais avant moi toute seule, je te dis ça fait au moins plus de 10 ans que je fais ça. L'opération, j'ai vu sur leur site internet, ça fait plus de 14 ans qu'ils existent. Donc tu vois, c'est vraiment un truc qui est périn, c'est pas quelque chose qui va tomber dans les oubliettes comme ça. J'en suis très heureuse d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous vivons donc, comme je le disais, près de Caen. Donc naturellement, on aurait tendance à choisir l'hôpital de Caen.
Moi, je suis originaire de Haute-Normandie. Alors, en fonction s'il y a Le Havre qui va dedans, moi je serai plutôt sur Le Havre, sinon ça va être Rouen. Mon mari, lui, est originaire de Rennes. Mes enfants, à la base, sont nés à Versailles. Donc, il y a une petite guéguerre entre nous. En fait, quand tu t'inscris, quand tu votes pour un hôpital, tu rentres ton adresse mail. Donc, tu peux le faire qu'une seule fois. Il se trouve que mon mari et moi, on a chacun notre adresse mail. J'ai mon adresse mail professionnelle. Enfin bref, on fait un vote pour chacun de nos hôpitaux avec nos différentes adresses mail. Et on fait les paris entre nous de savoir quel est l'hôpital qui aura le plus de dons cette année, parce que le site internet communique les résultats ensuite, le bilan de l'année passée. Voilà, quels sont les hôpitaux qui ont le plus reçu, on voit les photos des enfants qui reçoivent les cadeaux, ce genre de choses. Donc il y a cette petite, c'est pas une guéguerre, mais c'est cette petite bataille entre nous de dire, est-ce que c'est Versailles, est-ce que c'est Rennes, ou est-ce que c'est Caen, où on vit aujourd'hui. Bon, moi, clairement, venant près du Havre, je ne gagne pas souvent. On est trop petit. Une ville un peu trop petite par rapport à des villes comme Versailles ou Rennes. Mais voilà. Notre 5e tradition, c'est de participer au Noël magique. Mes enfants, donc, comprennent le principe. Je leur ai expliqué c'était quoi le principe de ce site internet, pourquoi est-ce qu'on votait, qu'est-ce qui était en jeu derrière, que les enfants qui passent Noël à l'hôpital, puissent eux aussi avoir un Noël magique malgré tout, d'où le nom du site. Mais c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, ensemble, que je transmets à mes enfants et qui me semble important. Donc, si tu ne connaissais pas, je t'invite grandement à prendre ces quelques secondes et à te rendre sur Noël magique malgré tout pour pouvoir voter pour l'hôpital de ton choix. Voilà, j'en ai terminé avec mon partage sur mes 5 traditions que j'ai avec ma famille, avec mes enfants, autour de Noël en tout cas. Mais tu le vois, finalement, il y a vraiment rien d'exceptionnel. En réalité, et en conclusion de l'épisode, je voudrais te dire que finalement, Noël et sa période, ce n'est pour moi, en réalité, qu'un prétexte pour renforcer les moments simples que l'on vit en famille. Et en fait, j'appuie la prise de conscience du moment où on les vit. Parce que souvent, on a conscience des choses, ah oui, tu te souviens et on prend conscience, mais une fois que l'événement est passé, pendant qu'on le vivait, on n'en avait pas spécialement conscience. Là, finalement, c'est vraiment d'appuyer cette conscience du moment présent pour Noël. Faire de la cuisine avec mes enfants, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose que je fais de façon assez régulière, c'est pas tous les mercredis. Non, ma cuisine s'en remettrait pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est quelque chose d'assez banal, d'assez commun. Et pour autant, on en fait quelque chose d'exceptionnel parce que on le conscientise, on fait quelque chose pour Noël, on se met dans l'ambiance de Noël avec la musique. Le calendrier de l'Avent, pareil, les jours, les 24 jours avant Noël, je veux dire, chercher un lutin, lire une histoire et faire un repas à la bougie, ça n'a rien d'extraordinaire en soi. Mais on va venir appuyer sur le moment qu'on vit ensemble pour se l'ancrer. Et c'est ça en fait qui est important à mes yeux, ce sont les souvenirs que l'on crée. Ce sont ces moments simples de vie de famille. Et c'est en ça en fait que je pense que les traditions familiales peuvent être utiles. Parce qu'en fait, des traditions familiales, tu en as, mais tu les as peut-être pas conscientisées. Bref, c'était ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça te donne des idées, quelques pistes peut-être, un point de départ de réflexion. En tout cas, c'est tout le but que je cherche avec cet épisode. Comme d'habitude, tu auras tous les liens en description de l'épisode ou directement sur mesrecredis.com/102. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mesrecredis.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!